Allez, on est de retour pour la seconde moitié de cette émission. Le débat continue pendant la publicité. Et sur le modèle social, notamment, Denis Père saute sur son fauteuil tel un cabri et voulait absolument réagir au propos de Mathieu Plane. Résumer le débat en disant c'est le coup des retraites, fermez le banc, il n'y a rien d'autre à faire. Pas que ça. Bien sûr que le coût des retraites est exorbitant. Je rappelle que le Danemark, d'ailleurs, Danemark est un pays plutôt social-démocrate, vient de voter un départ à la retraite à 68 ans. Donc effectivement, on devrait s'en inspirer, mais malheureusement il y a une partie du pays et de la classe politique qui est enfermée dans le déni sur ce sujet-là. Mais le vrai sujet, l'autre grand sujet, ce sont les gaspillages considérables du système administratif français, y compris dans le secteur de la santé que vous citiez tout à l'heure. Dans la santé, on a des comparaisons internationales aussi, comme l'évoquait Guillaume tout à l'heure à juste titre, qui montrent que 35% du personnel administratif en France ne voit jamais un patient, quand la moyenne européenne est à 24. Oui. Je veux dire, ça c'est des écarts qui représentent des milliards et qu'on retrouve dans toutes les administrations. On a des administrations avec des systèmes administratifs qui sont pléthoriques, qui d'ailleurs assomment de bureaucratie non seulement le citoyen lambda, mais également les personnels. Vous interrogez aujourd'hui les infirmiers, infirmières, ils n'en peuvent plus de devoir remplir les tableaux Excel, des formulaires que souvent personne ne lit. C'est vrai aussi dans l'éducation. Moi, j'ai rencontré une directrice d'établissement qui me disait « Je quitte l'éducation, je n'en peux plus parce que je remplis les tableaux Excel que personne ne lit à l'académie ». Donc on a ce travers français d'avoir une administration qui est hypertrophiée et qui assomme effectivement les coûts et les procédures et démotive le personnel. Et en ça, dépit c'est très de la lié. mission poitrinale qui avait... C'était il y a très longtemps. Et je vais vous dire ce qui s'est passé, parce que je raconte toujours ça. On était dans la mêlée avec Thierry Mondon, on poussait fort, mais la mêlée a reculé. Simplement, si on n'avait pas été là, alors là, il y aurait eu des essais dans l'autre sens. En fait, le problème, c'est qu'on simplifie et en même temps, on en rajoute. C'est-à-dire en même temps qu'on a pu avoir... Il y a à peu près 400, on était à 350 mesures de simplification, on les a portées tous les mois à la présidence de la République. En même temps qu'on a fait ces mesures de simplification, la simplification de tas de choses, le Kindimo consent préfectoral, la fin de la visite médicale obligatoire pour tout le monde, préalable à l'embauche, enfin la fin des déclarations de congés des boulangers en préfecture, on a trouvé des choses extravagantes qu'on a pu simplifier, mais dans le même temps, il y a eu des tas de lois de complexification. Or, nous, on est très ouverts à la complexité, notamment législative et réglementaire, puisque, en fait, quand une loi arrive avec une proposition de loi qui arrive avec 70 articles, elle ressort avec 300 articles en France, avec un pouvoir d'amendement absolument délirant, et qui, derrière, évidemment, démultiplie les décrets, et donc, à la fin, on a des codes qui sont incompréhensibles. C'est la particularité du système. D'ailleurs, nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, personne ne peut comprendre un code aujourd'hui. Et alors, par exemple, je vous donne juste un exemple, ça m'amuse toujours, le code forestier. Alors aujourd'hui, je vous assure qu'être forestier en France, il faut s'y coller. Ah, si vous voulez, quand vous avez besoin de toutes les déclarations, tout est contrôlé, les essences, les espèces, la DDT passe un temps fou à travers les forêts françaises pour vérifier que tout est absolument dans l'ordre et comme il faudrait que ce soit. On fait pas confiance, on contrôle a priori, on contrôle a posteriori, et c'est dramatique. Est-ce que c'est spécificité, allons-y. Française, spécifiquement français, ou est-ce que c'est pas le cas absolument dans tous les pays développés? Si vous êtes installé aux États-Unis, je pense que vous faites la fortune des avocats aussi, parce que la complexité administrative là-bas n'est pas la dernière. Il y a moins de complexité. Non, franchement, ça n'a rien à voir. Et surtout, enfin, moi, je reviens au modèle managérial. Le modèle managérial français, qui ne permet pas même de récompenser, génère des coûts. J'ai un exemple très simple. Dans les hôpitaux publics, vous avez la gestion des consommables. La gestion des consommables, c'est très important. C'est tout ce qui est compresse, seringue, etc. Faire très attention parce que évidemment, ça a de la valeur et donc les gens le prennent et le revendent sur le marché noir. Donc, que font les hôpitaux privés face à ça? Ils nomment quelqu'un dans le service médical qui va être chargé de surveiller la gestion des consommables, qui aura le code ou la clé pour accéder au stock. Et il a une petite récompense, un petit bonus tous les mois s'il gère correctement les consommables. Dans l'hôpital public, on ne sait pas faire ça. On ne peut pas récompenser. Donc, qui gère les consommables? C'est un employé des ARS qui est à 5 km de là, qui vient juste une fois par mois vérifier le stock de consommables. Entre-temps, tout le monde peut accéder au stock en question et tout le monde peut se servir. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On dépense de l'argent, on nomme des gens, on paye des gens qui sont situés à 5 km de là, qui sont absolument incapables de contrôler ce qui se passe. Et entre-temps, donc ça coûte extrêmement cher, c'est inefficace puisque le stock n'est pas contrôlé. Ouais. Et donc on a un modèle managérial qui est catastrophique. Et donc il faut commencer par s'attacher à ça. Et il faut faire un travail d'ailleurs avec les personnels, en impliquant les premières lignes, en leur disant je vais même vous donner
donner un petit bonus si vous m'aidez à trouver des économies. Alors évidemment, sous la forme d'une rémunération variable qui n'existe pas aujourd'hui, surtout pas de garantie, sous la forme d'une rémunération variable, pour effectivement amener à trouver des économies et impliquer effectivement les personnels dans la recherche des économies et arrêter d'avoir des personnels des ARS qui coûtent une fortune, qui servent à rien dans ce type de situation. Bon, un peu de bon sens. Allez, il faut qu'on avance quand même. Le bilan de François Bayrou après 9 mois à Matignon, le ministère des Relations avec le Parlement a publié le bilan de François Bayrou, un dossier de presse où il y a 20 pages et près de 60 textes. Quand même, donc finalement, vous voyez, Guillaume, on continue de produire. Oui. En termes de, j'ai deux chefs d'entreprise autour de la table. Est-ce que vous avez senti le moindre changement? Non, c'est plutôt une stabilité. Il n'a pas passé de très grosses lois fondamentales, Dieu merci, parce qu'il n'avait pas les majorités de toute façon pour les passer. Donc il n'y a pas de très grosses lois sociales, il n'y a pas de très grosses lois en matière environnementale, il n'y a pas de très grosses obligations qui ont été rajoutées, ni enlevées d'ailleurs. Donc c'est une espèce de stabilité. Moi, je lui trouve quand même une vertu à ce François Bayrou, c'est d'avoir mis le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire sur la dette française, en expliquant qu'il y avait quand même un sujet intergénérationnel, ce qui est caché par beaucoup. En pointant du doigt les boomers, en pointant du doigt ceux l'antagonisme, qui vont laisser à leurs enfants une dette quand même considérable pour avoir non pas trop investi, mais trop consommé. Si on laissait une dette parce que en fait on avait énormément investi et qu'on avait des équipements absolument exceptionnels et une énergie nucléaire pléthorique et plein de trucs, etc., mais non, c'est pas le cas, quoi. En fait, on a créé cette dette pour faire de la surconsommation et donc oui, il y a quelque part une prédation d'un côté d'une génération et de l'autre côté, la génération d'après va devoir très sérieusement se serrer la ceinture. Il a raison. Denis Père. Oui, non, je suis totalement à ce que dit Guillaume. Je l'ai d'ailleurs déjà dit plusieurs fois. Enfin, je pense que sa principale contribution, ce dont on se rappellera, avec une certaine constance, puisqu'il a même été candidat à la présidence de la République sur cette thématique il y a des années. Dès 2002. Il a des vraies convictions par rapport à ça, et c'est triste effectivement qu'il n'ait pas pu les mettre en œuvre de façon beaucoup plus significative. Mais le simple fait qu'il en ait parlé, le simple fait que le Premier ministre ait pris position là-dessus, je pense que ça contribue à la sortie du déni, au travail de pédagogie qui est nécessaire par rapport à notre génération, on est tous concernés, qui aujourd'hui acceptons effectivement de voter des budgets dans lesquels on va s'endetter chaque année pour payer les transferts sociaux, effectivement, et en partie, pas que, mais en partie, en grande partie, et pas financer les infrastructures qu'on va laisser à nos enfants. Donc oui, il y a une vraie responsabilité par rapport aux enfants, il a eu raison de le dire, et de ce point de vue-là, il a contribué effectivement au débat public. François Bayrou, il a permis de faire voter un budget en 2025. Oui. Et puis à peu près tenu dans l'exécution budgétaire. Oui, non, c'est vrai, après la loi spéciale, tout le monde a mis un peu d'eau dans son vin à ce moment-là, c'était un budget... on va dire, beaucoup moins ambitieux que le budget Barnier initialement, qui avait déjà alerté quand même sur la dette et sur la question budgétaire. Oui, désormais, c'est un sujet qui est, j'allais dire, assez central, en tout cas qui est revenu très rapidement. Après 4 années de flou artistique sur les questions budgétaires, et la note est très salée. Elle est difficile. À un moment, on aurait besoin justement d'avoir un peu des capacités pour investir. On parle de la défense, mais on parle de l'IA, de la réindustrialisation, de la transition écologique. Et là, on a le couteau sous la gorge. Donc c'est très embêtant cette situation, et j'allais dire, personne n'a la solution actuellement. Personne. Et quand vous êtes dans une situation comme ça, vous avez besoin de stabilité politique. Parce que vous avez besoin d'avoir une visibilité, une stratégie de moyen terme, parce que comme on le dit, toutes ces décisions-là, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc il va falloir quand même avoir quelque chose qui permet de planifier cette stratégie et d'avoir cette stabilité. Or, aujourd'hui, on vit au jour le jour. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'on a cette dette au-dessus de la tête. Il faut trouver ces 3 points de PIB d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et politiquement, cette crise politique arrive au très 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 mauvais moment, quoi. Au moment où on a une crise budgétaire. Et là où on a une situation qui est un peu inédite, c'est-à-dire que des déficits, on en a déjà eu, on l'a dit, mais par rapport à la moyenne de la zone euro, aujourd'hui, on est un peu l'exception. On a vraiment décalé. On a rejoint les 3% de déficit en moyenne dans la zone euro et l'Union européenne cette année, alors qu'on était y compris à 5,8 l'année dernière. Je dis ça, c'est qu'au début de la décennie 2010, la crise, on a une crise de la dette, des dettes souveraines, mais c'est une crise des pays d'Europe du Sud. Et nous, on était entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Mais désormais, les pays d'Europe du Sud vont plutôt bien. Avec des taux, on est plus au sud que le sud maintenant, on a bougé. Mais avec des taux qui ont bougé quand même, c'est-à-dire que la France paye plus cher sa dette que la Grèce, que l'Espagne, que le Portugal. La Grèce, c'est plus que peut-être rapidement. Si on est sérieux, en fait, la fin de la fête, elle risque d'être sifflée.
par des gens qui n'ont rien à voir avec nos dirigeants politiques ou administratifs. Fitch doit revoir la notation souveraine de la France ce fameux lundi matin où on n'arrive plus à placer nos OAT après avoir monté les prix de façon est-ce qu'on fait pas stratosphérique. Les taux ont baissé, là. Et là, on appelle qui ? On appelle la BCE, on appelle le FMI. Alors moi, je peux rebondir. Je ne pense pas que ça sera ça la situation. C'est-à-dire que le spread, il va continuer potentiellement, il peut augmenter parce que là, on va avoir le vote de confiance qui ne va pas passer. Ça, c'est intégré, les marchés. Est-ce qu'il n'est pas déjà pricé ? Il est pricé, bien sûr. Il est pricé. Par contre, la question, c'est qu'est-ce que fait Emmanuel Macron maintenant ? La vraie question, je pense qu'attendent les investisseurs, les marchés, c'est savoir ce que fait Emmanuel Macron et savoir si la France va être capable d'adopter un budget d'ici la fin de l'année qui permet de réduire le déficit. Alors, on n'aura jamais les 44 milliards, mais est-ce qu'on est capable de se mettre sur une trajectoire de redressement des comptes publics ? Est-ce qu'on arrive sur un consensus ? Ou est-ce que ça bloque totalement ? Et là, on risque de rentrer un peu dans un nouveau monde. La seule chose qui est une grosse différence avec les pays qui ont fait défaut et qui ont besoin de refinancement, c'est qu'on n'a pas un déficit extérieur fort, parce que notre balance courante est équilibrée. On a beaucoup d'épargne. Donc on a une capacité d'épargne très forte. Et tous les pays qui se sont retrouvés en risque de défaut, c'est ceux qui avaient des déficits de paiement, en fait, sur les balances de paiement. Alors, du coup, on n'est pas dans cette situation. Par contre, le risque à l'italienne, d'une dérive et d'un étouffement un peu progressif avec des taux de plus en plus élevés, mais même si on a 100 points de base de plus que l'Allemagne, ça coûte une fortune. C'est 3 milliards de plus la première année, c'est 35 milliards au bout de 10 ans. C'est énorme. Donc 1% d'augmentation des taux de la dette française, c'est 35 milliards d'euros de charge de la dette supérieure. Et d'ailleurs, on va passer d'une trentaine de milliards d'euros après Covid à plus de 100 milliards d'euros d'ici 2030. Ça, c'est parce qu'effectivement, on revient dans un modèle de refinancement où les taux sont plus élevés que ce qu'on a bénéficié pendant les décennies 2010. Mais ça tombe très mal. C'est sûr que ça tombe tout ça. Donc, alors, moi, je vous donne le scénario inverse qui a été présenté par Étienne Braque, notre spécialiste bourse, ce matin. Puisque vendredi, les chiffres de l'emploi aux États-Unis ont été plutôt mauvais, ça veut dire qu'on pourrait avoir encore en plus de la baisse de la Fed, des taux de la Fed mi-septembre, là, ça arrive, encore 2 autres baisses potentiellement. Et ça veut dire que tous les taux longs du marché vont baisser et que finalement les taux sur, y compris la France, pourraient être plutôt vus à la baisse d'ici la fin de l'année. Donc on pourrait passer par un petit trou de souris. Et d'ailleurs, ce matin, les taux sont à la baisse. On était à 3,50 il y a 2 jours, on est à 3,44 ce matin. Bon alors, est-ce qu'il y a un stress sur la dette finalement ? À court terme peut-être, mais à moyen terme, c'est un nœud coulant qui étrangle le pays, qui étrangle l'économie. Effectivement, la charge de la dette cette année, c'est une 60aine de milliards. On était effectivement il y a peu de temps à 30. C'est le premier poste du budget de l'État devant l'éducation. Enfin, c'est dramatique qu'aujourd'hui, on consacre le premier poste du budget de l'État à juste rembourser une dette qui était contractée pour payer essentiellement les retraites, et un certain nombre de transferts sociaux, pas que, mais un certain nombre de transferts sociaux. Donc, le Covid, la crise Covid aussi. L'hélicoptère monnaie du Covid. Oui, avec le quoi qu'il en coûte du Covid aussi, bien entendu, mais qui était un sacré quoi qu'il en coûte. Donc oui, bien sûr qu'à court terme, on peut se satisfaire de cette situation, mais ça n'est qu'une satisfaction de très court terme. Et il arrivera un jour, effectivement, comme le disait Guillaume, où parce que la perte de confiance, ça arrive du jour au lendemain. Je veux dire, tout d'un coup, effectivement, regardez ce qui s'est passé en Grèce. Pendant très longtemps, tout se passait bien, et puis tout d'un coup, voilà, les agences de notation dégradent. Mais Denis, l'État n'était pas construit de la même manière. Il y avait une fraude absolument généralisée sur une défiance vis-à-vis de l'État et de l'impôt généralisé. Là où Mathieu a raison, c'est qu'il y a une question de trajectoire. C'est-à-dire que si tu corriges pas la trajectoire, il y a un moment donné, tu as ce rendez-vous, c'est inévitable. Alors attends, il y a un moment donné, ça va. Bien sûr. Éternellement. En même temps, si tu es 200 points de base au-dessus de l'Allemagne, je pense que tu as beaucoup d'investisseurs qui vont venir sur la France. Ça va se tendre. Oui, parce que le rendement, il est énorme. Enfin, avant qu'il y a. C'est ça, mais plus les taux montent, plus on est attractif vis-à-vis des investisseurs étrangers aussi. C'est ce qui se passe en ce moment au Japon. Non, mais sauf si tu passes single A, triple B+. Ah non, mais ok. Là, ça devient quand même très très difficile. Et si tu n'as pas de croissance. Parce qu'en fait, les gens ils disent les États-Unis, ils ont beaucoup de dettes. Regarde, les États-Unis, ils ont beaucoup de dettes. Mais sauf qu'ils ont de la croissance, ils ont les plus belles entreprises du monde. Et tout ça, ça fonctionne. Ils ont un besoin de financement qui est colossal du reste du monde, ce qui n'est pas le cas de la France. La réalité, c'est que, en fait, quand la Grèce ou l'Argentine fait défaut, ils sont entre 10 et 15 points de PIB de déficit de paiement. Nous, on a l'équipe sur la balance courante. Alors, ça veut dire aussi qu'à un moment donné... Il faut expliquer de manière très, très pédagogique ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est quand, vis-à-vis du reste du monde, vous avez plus de dettes que de créances chaque année. Et là, la France, en fait, ce qui se trouve, c'est qu'elle a... En fait, pour faire simple, l'État est quelque part cigale, c'est-à-dire qu'il dépense plus, il a un déficit qui a 6 points de PIB, il est passé de 3 à 6 en gros depuis 2019, mais par contre la capacité financière des ménages n'a jamais été aussi élevée.
Et donc ce financement permet... Les ménages sont fourmis d'investir. Les ménages, voilà ce que je veux dire. Le truc, c'est dans la phase de la cigale et la fourmi. Les fourmis, c'est les ménages. Et plus le déficit augmente, plus les ménages génèrent de la capacité financière. Ce qui s'est passé avec l'Argentine ou la Grèce, c'est qu'il y avait un besoin de financement, y compris des autres agents. Et donc là, l'idée, c'est que, en fait, d'un point de vue macroéconomique, effectivement, vous n'êtes pas dans une situation où vous avez des besoins de financement extérieur très forts. Et ça, c'est heureusement, c'est ce qui nous sécurise. Et c'est pour ça que les marchés le savent, c'est qu'on a aussi la deuxième économie de la zone euro, qu'on s'élève l'impôt, etc. Et à la fin, regardez, si vraiment on pensait qu'il y avait le FMI, est-ce qu'on serait en train de discuter sur une année blanche, pas une année blanche ? Non, mais en fait... On n'en est pas là, quoi. Mais non, c'est parce qu'on n'en est pas là. Est-ce qu'on serait là à dire, est-ce qu'on rétablit l'ISF ou on va imposer les entreprises ? Non, en fait, si vous avez le FMI aux portes de Paris, vous ne réfléchissez plus à tout ça, vous ne faites plus dans la dentelle. Et heureusement, on n'en est pas là. Voilà. Non, puis il y a quelque chose qui s'appelle le mécanisme européen de sécurité et la Banque Centrale Européenne qui pourrait... Ce qui ne veut pas dire que ça va bien. Ça veut pas dire que ça va bien. Le problème, attention, l'argent européen, il va venir avec une liste de courses. S'il arrive, il y aura des contreparties. Et là, il y aura des mesures. Non, mais Guillaume, juste un mot là-dessus, c'est que je pense, la réalité, et ce qui inquiète aussi les marchés, c'est qu'effectivement, notre situation budgétaire est inquiétante, mais la situation... L'économie, elle n'est pas en crise en France. On n'est pas en récession. On fait mieux que l'Allemagne. C'est pas génial. Mais quand vous regardez, on fait 0,8 points de PIB sur un an en glissement annuel, alors qu'on a une dissolution, etc. On fait mieux que la Finlande, on fait mieux que l'Allemagne. C'est la dépense publique qui fait ce. Donc voilà. Non, mais on a un problème. Non, mais on a un problème sur les déficits publics, mais l'économie n'est pas en crise. L'économie n'est pas en crise. On a un problème sur les déficits publics. On a un problème de déficit public, sinon il n'y a pas de croissance. Le problème fondamental et qui laisse un champ des possibles énorme, c'est la crise politique. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une dissolution et si le RN arrive au pouvoir ? C'est quoi leur programme ? C'est quoi leur programme de redressement des comptes publics et leur stratégie économique ? Honnêtement, voilà la question. C'est que vous ouvrez une boîte de Pandore et vous ne savez pas comment vous la refermez. Donc le sujet, si je vous entends, est beaucoup plus politique qu'économique. Mais si on avait 3 points de PIB à trouver et que vous aviez une stabilité politique, même Hollande les a redressés, les comptes publics, à ce moment-là... les comptes publics n'ont été redressés que sous la gauche. Et donc, ça veut dire que si vous aviez la stabilité politique, une majorité, et cette majorité-là, elle serait impopulaire à la fin de tout ça, mais elle ferait le taf quelque part. Et donc là, à la fin, vous redressez 3 points de PIB. 3 points de PIB, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus... c'est pas 10 points de PIB, quoi. Denis Père, je vous fais réagir quand je vous dis que les comptes publics sont redressés sous la gauche. Je vous vois sauter sur votre fauteuil. C'est factuel. Enfin, d'abord, et la droite n'a pas été brillante non plus, mais il y a quand même eu l'épisode Balladur, il y a eu aussi Sarkozy qui a quand même fait quelques 600 milliards de dettes, Nicolas Sarkozy. Oui, mais il a quand même réussi à diminuer un peu le nombre de fonctionnaires, à réduire un peu le déficit. Et si l'économie aujourd'hui se porte bien, c'est aussi parce qu'on a ces déficits. À un moment donné, l'économie, elle est sous stéroïdes aussi. Il va dire, quand vous avez 160 milliards de déficit, forcément, ça se retrouve un tout petit peu dans la croissance, heureusement. Mais au final, effectivement, c'est qui va craquer en premier ? Est-ce que c'est effectivement les investisseurs internationaux et la Troïka, ou est-ce que c'est les Français ? Parce que la vraie question, c'est ça. Regardez la question, c'est soit la rigueur, soit l'austérité. La rigueur, on l'a choisi, l'austérité, on vous l'impose. Non, mais parce que, mais pas seulement. Je veux dire, parce que les solutions contre le fameux choc fiscal de Hollande, enfin, le redressement des comptes publics par Hollande, c'était un choc fiscal. C'était encore un assommoir d'impôts. Je veux dire, donc c'est ça la solution aussi, c'est-à-dire en partie ce que prévoit aussi François Bayrou. Et au final, ça, c'est plus supportable non plus par la population. Regardez, la toute petite augmentation effectivement des taxes sur le diesel qui a provoqué les gilets jaunes, c'est arrivé nulle part ailleurs en Europe. Tous les pays européens mettent en place des taxes carbone, mettent en place... Il n'y a qu'en France que ça a généré une quasi-révolution. Regardez ce qui va se passer le 10 septembre, on ne sait pas encore, mais on voit bien qu'aujourd'hui, le peuple n'en peut plus non plus. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'augmenter les impôts et d'imaginer qu'il ne va rien se passer de grave, que les investisseurs internationaux vont accepter ça, que le peuple français lui-même va accepter ça. Donc à un moment donné, il faut juste regarder les choses en face et engager véritablement enfin cette transformation de l'État vers plus d'efficacité, faire plus avec moins. Allez, il nous reste 10 minutes. Moi, je voudrais ajouter quelque chose parce que il y a un dernier point et puis après on va parler allègement de charges. Ça vous concerne directement les chefs d'entreprise. L'État est très endetté, mais les Français sont très riches avec leur assurance vie, etc. Il se trouve que l'épargne des Français, elle est en fait très sensible au taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'elle est investie dans quoi, l'épargne des Français ? Elle n'est pas investie dans les entreprises. Elle est investie dans des produits de taux, à travers de l'assurance vie, et elle est investie dans de l'immobilier, qui lui, je peux vous dire quelque chose, est quand même très sensible aussi en valeur au taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt augmentent, et si l'OAT a un taux d'intérêt qui augmente... Ça va être une des conséquences, effectivement. Inévitablement, la valeur des portefeuilles d'assurance vie baisse, les amis. Elle baisse. La valeur de votre immobilier baisse. Et donc, en fait, cette espèce d'immense réservoir de fortune, etc., d'épargne, en fait,
elle vient à baisser également. Donc on n'a pas toujours ce fameux phénomène de hedge, en fait, de la fortune des ménages. Finalement, elle est très compensée par la dette de l'État. La dette de l'État doit être remboursée au nominal et la fortune des ménages, elle baisse en valeur de marché. Non, mais ça c'est important, mais quand on parle de balance courante et d'épargne, c'est un flux. Oui, là je parlais du stock. C'est la valeur patrimoniale. Non, c'était un autre débat. Ça c'est un point intéressant, c'est-à-dire que les ménages n'ont jamais autant épargné de leur vie hors Covid, hors confinement. 19% de taux d'épargne en France quasiment. Regardez le chiffre, on était à 215 milliards d'épargne en 2019. Vous savez combien c'est cette année? Pour les ménages, c'est 350. Voilà. Le mot est quand même... Il faut changer de métier, il faut être gestionnaire de fortune aujourd'hui en France. Non, mais milliards, c'est beaucoup plus que 350 milliards d'épargne. On a plus de 2000 milliards d'épargne en flux. L'épargne annuelle en flux. Par contre, ce que vous regardez, et ça c'est intéressant pour rejoindre Guillaume, c'est que la valeur patrimoniale n'a pas augmenté en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'épargne, mais parce qu'il y a eu aussi de l'inflation entre-temps, qui a érodé la taxe inflationniste, on appelle ça comme ça, est venue diminuer la valeur réelle en fait des encours et des actifs financiers, plus la remontée des taux sur l'obligataire. C'est ce qui fait que quand vous faites une photographie de la valeur des patrimoines financiers en France rapporté aux revenus des ménages, en fait, il n'a pas augmenté. Ce qui est terrible, c'est que les ménages ne sont pas plus riches aujourd'hui qu'il y a 5 ans, alors qu'ils épargnent beaucoup plus qu'il y a 5 ans. Absolument. Donc pour sortir de ça, il faut des entreprises qui gagnent de l'argent, qui font de la croissance, qui gagnent des parts de marché, et donc il faut lâcher ces entreprises, leur donner un peu de liberté contractuelle, administrative, alléger la contrainte juste de la complexité administrative, et puis dans le même temps, les lâcher un petit peu sur les prélèvements obligatoires, ce qui reste d'impôts sur la production et ce qui est insupportable, mais aussi tous les autres impôts et taxes indirectes. Est-ce que vous avez vu vos directeurs financiers respectifs depuis vendredi dernier ? Non, ils sont... Alors allez le voir, parce qu'un décret vient d'être publié qui va augmenter, qui va réduire les exonérations de charges et parfois même les supprimer pour les salaires au-delà de 3 SMIC qui bénéficiaient d'exonérations jusqu'à présent. C'est la nouvelle grille dont le décret a été publié vendredi. Elle fait des gagnants, elle fait des perdants évidemment. On garde un niveau élevé d'exonération pour les emplois autour du SMIC ou des niveaux très proches. Elle supprime en revanche les allègements pour les salaires au-delà de 3 SMIC. Est-ce que ça va avoir des conséquences dans vos entreprises, Guillaume Patrinal ? Non, mais bien sûr, et même pour les secteurs de façon générale, et notamment le secteur du BTP qui est tout à fait dans ces zones de, je dirais, de SMIC. Ça baisse le coût du travail entre 1,4 et 1,8. On identifie. Bon. Et le problème, c'est qu'on a trop de charges. On sait que pour mettre 3 000 euros dans la poche de quelqu'un, on a des niveaux de prélèvement obligatoires qui font que il faut sortir plus de 6 000 euros à la fin. Donc, on le sait, le constat, il est partagé. Au lieu de régler le truc par des baisses de charges, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une espèce de fausse subvention aux entreprises pour donner de l'argent de l'État pour que les entreprises puissent quelque part donner de l'argent, payer, on a moins ponctionné, quoi. Enfin, donc, voilà, plus que donner. En fait, ce jeu à 3 bandes, il est très très malsain parce que la plupart des Français pensent que c'est un cadeau aux entreprises, mais c'est pas un cadeau aux entreprises. On n'est même pas dans la moyenne de l'OCDE en matière de charges sociales. Ah non, après ces abattements et après ce transfert du budget de l'État vers le budget de la sécurité sociale. Donc, à un moment donné, il va bien falloir se remettre à un coût du travail normal. Ma question, c'est est-ce que ce nouveau barème va changer quoi que ce soit sur les promesses d'embauche ? Ça aura inévitablement un impact sur l'industrie et la réindustrialisation. Parce qu'effectivement, les postes dont on parle, ce sont des postes de personnel qualifié sur lesquels on est en compétition, comme le rappelait Guillaume. On reste très peu compétitif par rapport à l'Europe, par rapport à des voisins immédiats, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Allemagne. Donc ça va rendre plus compliqué le fait d'attirer des investisseurs dans des projets industriels en France pour cette raison-là. Je vous rappelle que le poids de l'industrie dans le PIB français, il est qu'à 11 points de PIB aujourd'hui. Il est tombé à quasiment 10, c'était 20%, il y a 20 ans. On est un pays d'innovation industrielle, on a pratiquement tout inventé en matière d'industrie. On a inventé l'automobile avec les Américains, on a inventé l'aviation, on a inventé la photographie, le cinéma, etc. On n'a pas arrêté d'inventer des tas de choses. On a inventé le ciment, exactement, la liste est longue. Et aujourd'hui, on est moins industrialisé que l'Espagne. L'Espagne, qui est un pays qui a raté pratiquement toutes les révolutions industrielles pour un certain nombre de raisons historiques, et qui est à 15 points de PIB aujourd'hui. L'Italie aussi. Tout ça pour ces raisons-là. Parce qu'effectivement, le coût de la main-d'œuvre qualifiée en France est beaucoup plus élevé que dans ces pays-là. Je reviens sur ce nouveau barème des allègements de charges. Quelle était la logique derrière ? Alors d'abord, les exos, c'est un gros sujet, les exos. 80 milliards d'euros. 80 milliards, c'était 20 milliards il y a 10 ans. Donc en fait,
Et d'ailleurs, toute la politique de l'offre, elle est passée par là. Hein. Ça a commencé par le CICE, le pacte de responsabilité, tout ça a été transformé. Et le risque aussi qu'on a eu, c'est qu'on a vu des trappes à bas salaire. La réalité, c'est quoi? C'est que le profilage... C'est un peu le signe d'une smicardisation de la société française. C'est pour ça que ça coûte cher, parce que vous exonérez beaucoup sur les bas salaires. On comprend, ça crée des emplois, mais ça crée beaucoup d'emplois dans les services. À faible valeur ajoutée. Ouais, voilà. Et effectivement, retrouver un profil qui permettrait d'avoir des augmentations de salaire plus favorables et une meilleure incitation, ça semble important. Moi, je regardais ces chiffres-là. Aujourd'hui, quand vous regardez après exonération, il y a quasiment plus de cotisation patronale au niveau du SMIC. Hein. Ça, c'est connu. Vous faites la comparaison de l'OCDE. On est un des pays de l'OCDE où le taux de cotisation patronale est le plus faible. Par contre, vous regardez au-delà de 2 SMIC ou 2,5 SMIC. Le taux de cotisation patronale est le plus faible. L'OCDE avec la Nouvelle-Zélande, je crois. Au niveau du SMIC. Au niveau du SMIC, du salaire minimum. Parce qu'on est parmi les plus élevés. Non, attendez. Mais du coup, à 2 fois le SMIC ou 2 fois et demi, je sais plus le SMIC, on est le plus élevé de l'OCDE. Donc on fait le grand écart. On fait le grand écart. On est les seuls à avoir un dispositif comme ça. Bon. Par contre, repenser tout ça, ça fait des gagnants et des perdants. C'est toujours très compliqué. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui pour ce nouveau numéro des experts. On se retrouve demain, nous, comme d'habitude, entre 10h et 11h, toujours en direct sur BFM Business. Restez avec nous. C'est l'heure de Tout pour investir avec Antoine Larigauderie. Et puis surtout, cet après-midi, édition spéciale, vote de confiance et la très, très probable chute du gouvernement Bayrou. On en reparlera probablement demain. Merci à tous les trois. Bonne journée à tous. À demain.